Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner ce mois-ci, Pierre Rossetti, bonjour. Bonjour Christophe. Vous dirigez la gestion privée et la banque privée de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. C'est bien cela. Vous êtes notre expert, aujourd'hui on parle ensemble du tour du monde des places boursières et également du Consumer Electronic Show, le célèbre salon qui se tient à Las Vegas sur la technologie et l'innovation. Ce sera la question de l'internaute. Dans cette émission, retour aussi sur la nuit de l'économie. Comme chaque année, la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a décerné ses trophées présence. C'est l'occasion de faire le point avec le président Pierre Streff sur l'édition 2024, mais aussi sur la conjoncture. On en dira quand même quelques mots. En feuilletant le palmarès de ces trophées présence, nous ferons la connaissance de Diverty Events, une agence événementielle spécialisée dans la cohésion d'équipe, avec elle les séminaires deviennent des jeux collaboratifs ou des serious games sur mesure. Nous suivrons la progression de la start-up Drug Optimal qui lance la commercialisation de son logiciel destiné à mieux prévenir les incompatibilités médicamenteuses. Et puis bien sûr, nous découvrirons le leader de l'année 2024, Verkor, spécialiste des batteries électriques bas carbone. La petite start-up d'hier est devenue une licorne lancée dans une stratégique course contre la montre avec un double défi, décarboner nos mobilités et renforcer la souveraineté industrielle européenne. Alors avec l'année 2024 qui vient de s'éteindre, nous faisons le bilan de santé des places boursières. C'est la tradition du mois de janvier pour Alpes Décideurs. 2024 qui restera dans les mémoires comme une année contrastée pour les marchés financiers. Pierre, sur les marchés actions, qu'est-ce que nous disent les grands indices internationaux? On va commencer par les États-Unis. Alors oui, effectivement. Alors déjà, les bourses mondiales ont évolué en ordre dispersé. Alors certaines se sont très bien comportées et c'est le cas d'ailleurs de la place boursière américaine. Pour reprendre les plus gros indices de la place boursière américaine, le Dow Jones, composé de 30 valeurs parmi les plus grandes sociétés américaines, a réalisé une performance de près de 13% sur l'année, portée principalement par des valeurs aussi technologiques. Ça a été le cas du S&P 500, qui est un indice plus large. Il est souvent considéré comme étant l'indice le plus représentatif de la place boursière américaine, puisque sa capitalisation représente approximativement 80% des valeurs américaines. Donc la performance du S&P a été aussi remarquable puisqu'elle a été de plus de 23%. Et enfin, le Nasdaq Composite, rendu populaire par les sociétés de la tech, c'est lui aussi très bien comporté puisqu'il enregistre un gain de plus de 30%. Et le Nasdaq a connu pour la première fois de son histoire le franchissement du cap des 20 000 points. On parle beaucoup d'intelligence artificielle ces derniers temps. Les méga capitalisations dans ce domaine sont importantes? Alors vous faites très certainement référence aux 7 magnifiques. Après les GAFAM, effectivement, et l'intégration de Nvidia et Tesla, on parle aujourd'hui des 7 magnifiques. Ces méga capitalisations de la technologie issue de l'intelligence artificielle a connu véritablement une année spectaculaire en bourse. On va reprendre peut-être quelques-unes d'entre elles. C'est le cas notamment de Nvidia. Nvidia, donc, c'est le champion de la carte graphique, le parrain même, on va dire, de l'intelligence artificielle, qui a connu un gain de pratiquement 170% sur l'année 2024, après déjà un bond de 230% en 2023. Cette société a une capitalisation boursière qui dépasse les 3 300 milliards de dollars. Pour vous donner une représentation, c'est beaucoup plus que la consolidation de toutes les sociétés du CAC 40. Donc vraiment un mastodonte de la bourse. Et d'ailleurs, il y a un biais côté américain avec les valeurs de la tech. Si on reprend d'autres caractéristiques et d'autres exemples de la tech, on a la société Meta, beaucoup plus connue au travers de ses marques Facebook, Instagram WhatsApp. Ou encore WhatsApp, exactement, qui a connu aussi une évolution positive de 70% sur l'année, grâce notamment à un marché de la publicité numérique qui s'est très bien comporté. Et enfin,
Tesla, la célèbre marque automobile d'Elon Musk, qui, elle, a évolué en ordre dispersé au cours de l'année. Une première partie de l'année jusqu'au 4 novembre, où finalement la société et son cours de bourse a évolué dans le rouge, avec une perte de moins 2% donc au 4 novembre. Élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le cours a connu une envolée spectaculaire pour finir finalement l'année avec un résultat consolidé de plus 66%. Alors notre tour des places boursières nous emmène en Asie maintenant. Les places asiatiques se sont plutôt très bien comportées. C'est le cas notamment du Nikkei 225, donc sur la place japonaise, qui peut s'enorgueillir en fait d'un gain de plus de 19% sur l'année, grâce principalement à un yen affaibli et à des exportations qui sont très bien comportées. L'indice de la place taïwanaise, le TAIEX, lui aussi ressort comme le grand vainqueur avec un gain de plus de 29%. Et le Hang Seng de Hong Kong, cet indice effectivement qui fait référence aussi sur la zone, a connu en fait une très belle performance avec plus de 17% de performance cumulée sur l'année. Néanmoins, assez contrastant avec la situation économique du pays qui connaît malgré tout une bulle immobilière qui est toujours persistante et une consommation domestique, une consommation donc des Chinois à l'intérieur de leur pays qui reste relativement atone. Donc plutôt une belle santé globalement à l'international. En Europe ? Alors en Europe, l'année 2024 restera un bon cru, voire un excellent cru pour certains. Alors peut-être pas pour le meilleur producteur de vin, puisque la France finalement fait je dirais, une performance qui n'était pas du tout celle qui était attendue, puisque la performance sur le CAC 40 est de moins de 2,15. Ouais. Mais si on reprend déjà le standard de la bourse européenne, qui est l'Eurostoxx 50, cet indice pan-européen a connu une évolution de plus 8% sur l'année. Les principaux indices des grands pays européens se sont très bien comportés. Ça a été le cas du DAX allemand qui finit à plus de 19%. C'est le cas de l'IBEX espagnol qui finit pratiquement à 15%. Et même les places anglaises et suisses ont connu des performances relativement intéressantes avec plus 5,7 pour Londres et plus 4,1 pour la Suisse. La France a un peu plus souffert. La France a souffert, effectivement. Moins de 15 de performance. C'est l'un des rares baromètres en fait, des pays développés à finir l'année dans le rouge. La France a souffert de plusieurs choses. La première des choses, la dissolution de l'Assemblée nationale qui a créé en fait une instabilité politique et malheureusement qui a impacté le moral des investisseurs. Et puis également les spreads entre les obligations françaises et allemandes qui se sont augmentées, qui se sont accrues et qui traduisent finalement une désaffection vis-à-vis de la dette publique française. Et quand on parle finalement de spread, on parle de prime de risque, on parle finalement de surplus de rémunération que les investisseurs exigent pour porter de la dette française plutôt que de la dette allemande. Bon, quand même quelques belles performances à la Bourse de Paris. Oui, bien évidemment. Alors, parmi le tiercé gagnant, on va retrouver 3 sociétés. La société Accor, qui a enregistré une performance de pratiquement 36% sur l'année. Merci les JO. Exactement, oui. Portée par la dynamique des Jeux Olympiques de Paris 2024. On va retrouver également la société Safran, l'équipementier aéronautique qui, lui, a profité d'un marché mondial de l'aéronautique qui s'est repris. Et enfin, on va retrouver également Schneider avec une performance tout à fait honorable de plus 32,5%. Là aussi, son choix stratégique de se positionner sur l'efficacité énergétique a fait que ce secteur est en forte croissance et a profité également à la société pour se développer. Mais à l'inverse, une industrie du luxe un peu à la peine. Alors, il y a un biais côté américain avec la tech, il y a un biais côté français effectivement avec le luxe, qui est presque surpondéré en fait dans nos indices. Et le ralentissement de la consommation en Chine a fait que malheureusement les sociétés issues du luxe ou de la cosmétique ont pâti en fait en 2024. Pour prendre quelques exemples, Kering a chuté 40% en bourse. On a L'Oréal qui a chuté de son côté de 24% et on a également LVMH qui a abandonné 13% sur l'année 2024. Bon, on continue notre tour des places boursières avec un zoom peut-être particulier sur les fameuses crypto-monnaies. Alors, parmi les crypto-monnaies, la plus connue d'entre elles, le Bitcoin, a connu une année spectaculaire avec une hausse de plus de 135% sur l'année, franchissant pour la première fois de son histoire le cap des $100 000 en décembre dernier. Là aussi, c'est en fait une monnaie qui a profité à la fois d'un optimisme de la plupart des investisseurs. Il y a aussi en fait un aspect régulation qui apparaît de plus en plus en fait et qui permet en fait de sécuriser ce type de transactions. Donc vraiment une très belle année en tout cas pour la crypto-monnaie. Bon, et puis on va terminer avec quelques introductions en bourse en 2024. Alors, au niveau des introductions en bourse, un marché qui est resté pour la 3e année consécutive relativement atone. En nombre, c'est 1215 introductions en bourse. C'est un peu plus de 123 milliards de dollars de fonds levés. Et là aussi, avec des économies ou des marchés qui ont évolué en ordre dispersé.
On a un marché en Asie-Pacifique qui s'est complètement effondré et qui atteint des niveaux il y a pratiquement 11 ans, avec 37% en volume de moins en fait, d'introduction en bourse et 51% en valeur. Un marché américain qui tire toujours son épingle du jeu et qui a repris sa position de leader et qui, lui, a augmenté de 35% en volume et de 45% en valeur. Et effectivement, un marché européen qui est en demi-teinte, mais néanmoins en amélioration, qui se retrouve avec une contraction du nombre d'introductions en bourse de 16%, mais par contre, il gagne 41% en valeur. Merci beaucoup, merci Pierre pour ce tour du monde. Beaucoup de chiffres, mais un tour du monde effectivement passionnant. Et on va continuer à parler un peu de conjoncture en zoomant sur l'Isère tout de suite. Et oui, c'est en effet une autre tradition du début d'année. Nous recevons le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, Pierre Streff. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va prendre des nouvelles du moral des chefs d'entreprise. Et puis ce sera aussi bien sûr l'occasion de revenir sur les trophées économiques de présence. Le palmarès qui est établi par le magazine de la CCI de Grenoble et qui nous donne l'occasion de mettre en lumière de belles réussites iséroises. Voilà, on en voit la une du mois de décembre-janvier. Pierre Streff, avant cela, petit coup d'œil sur la conjoncture. D'abord sur la Chambre de commerce et d'industrie, pour rappeler quelques chiffres majeurs. On est sur quoi? Sur à peu près 45 000 ressortissants. Voilà, 45 000 ressortissants. On n'est pas loin de 300 collaborateurs. Et bien sûr, notre rôle, c'est d'aider les entreprises dans tous les secteurs d'activité internationale, chez eux, chez nous, sur le territoire. 45 000 ressortissants, ça représente près de 180 000 salariés. Hein, donc on imagine, c'est des chiffres qu'on aime bien rappeler parce que c'est un poids énorme. Oui, tout à fait. Avec des belles pépites qui dépendent de la Chambre de commerce et d'industrie. On pense évidemment à GEM, à l'IMT. Oui, alors effectivement, la Chambre de commerce est là pour aider le territoire. Et puis on a l'IMT, donc l'IMT, le campus de l'alternance, où nous avons plus de 2000 jeunes qui sont en alternance dans les entreprises, dans tous les métiers, hein, que ce soit les métiers de bouche, bâtiment ou autres. Et puis aussi notre école de commerce, Grenoble École de Management, qui avait connu une petite période de turbulence pendant la période Covid, comme les autres écoles d'ailleurs, et qui, avec une nouvelle gouvernance qu'on a mis en place avec mes collègues élus, qui est en train de remonter dans les classements fortement au niveau des classements nationaux et internationaux. Donc on est très fiers de notre école qui est une pépite de notre territoire. Beaucoup de jeunes s'intéressent, et je suis très surpris d'ailleurs, mais agréablement, par l'intérêt que portent les jeunes sur notre territoire isérois, par rapport aux montagnes, par rapport au bien-être de notre territoire. C'est génial. Le territoire est effectivement attractif. Voilà. Ces formations, elles sont essentielles aussi parce qu'elles répondent aux besoins des entreprises locales. Hein. Tout à fait. Les entreprises locales et les entreprises aussi, puisque j'ai dernièrement eu des réunions avec les anciens élèves de GEM qui sont aujourd'hui dans des grosses boîtes, alors à l'international ou dans des boîtes, on parlait tout à l'heure de boîtes cotées, de sociétés cotées en bourse, dans le luxe. Nous avons aujourd'hui des décideurs qui ont des rôles très importants dans ces entreprises. Et j'en ai été très surpris et agréablement surpris. Ils sont issus de notre école. C'est bien, c'est des ambassadeurs pour l'Isère. Exactement. On est très fiers de... Bon, l'émission de la CCI, vous les rappeliez, évidemment, accompagner, représenter et défendre les entrepreneurs. Voilà, défendre les entreprises, les représenter. On parle d'international, par exemple. On a Ecobis qui aide les entreprises, certaines start-up issues du CEA, par exemple, qui ont besoin d'aller à l'international, aux Chine et autres. On a les liens, puisqu'on a d'autres entreprises qui sont déjà au sein de notre réseau, qui connaissent les bonnes personnes à contacter dans tous les pays du monde, et on est là pour les aider. Et puis aussi évidemment la promotion des métiers de l'entrepreneuriat, de l'entreprise en général. Vous avez évoqué le campus de l'alternance avec des journées portes ouvertes qui ont toujours beaucoup de succès. Tout à fait. Et puis plein d'autres événements, la nuit de l'orientation. La nuit de l'orientation où on a été les leaders en France, puisqu'on a eu près de 4500 jeunes avec leurs parents qui sont venus voir tout ce qui pouvait se faire. On a mis en place des cellules de psychologues pour accompagner les jeunes, parce que souvent ils arrivent, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc ils discutent avec les psychologues qui les orientent en disant toi tu serais peut-être bien pour la communication, pour le BTP, pour etc., l'industrie, etc. Donc ils sont allés voir tout ça et ça dure de 18h jusqu'à 22, 23h et tout. Donc on fait ça à l'UGA qui a la gentillesse de nous accueillir dans les locaux qui sont spacieux et où il y a beaucoup de salles de conférences pour pouvoir avoir des
des gens qui parlent de leur métier. Toujours un grand succès pour s'ouvrir sur le monde de l'entreprise, en effet. Bon, il y a ces fameuses nuits de l'économie, on va y revenir. Avant cela, j'aimerais quand même qu'on évoque un mot de conjoncture. Le moral des patrons isérois, ça dit quoi ? Le moral des patrons isérois, il est comme celui des patrons français. Aujourd'hui, on a une situation nationale qui est quand même très difficile. On le voit on parlait tout à l'heure de la dissolution, on parlait de baisse de certaines entreprises au niveau de leur valorisation. Les chefs d'entreprise sont très inquiets. Voilà, sont très inquiets. On espère qu'on va bientôt voir le bout du tunnel. Globalement, tous les secteurs d'activité, c'est morose. Voilà. Bon, on va espérer en tout cas que 2025... redémarre et que le moral soit qu'on ait un gouvernement avec des choses qui soient mises en place et que pour certains secteurs comme l'habitat, le logement, etc., qu'on puisse relancer tout ça. Bon, et puis heureusement, l'Isère peut quand même compter sur quelques filières stratégiques qui se portent plutôt bien, en tout cas qui sont des filières d'avenir. Nous avons la chance d'être portés par les nanotechnologies dans notre secteur et c'est vrai que ça nous aide beaucoup par rapport, quand je discute avec mes autres collègues chambres de commerce d'autres régions de France, nous sommes quand même un petit peu privilégiés, effectivement. Alors revenons, Pierre, à ces trophées Présence, décernés chaque année lors de la Nuit de l'économie. Alors Présence, on va le rappeler quand même, mais je pense que tout le monde le connaît, c'est le magazine de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. C'est une vitrine. Voilà, tout à fait. C'est notre journal où, donc, bien sûr, on communique bien sûr pour nos entreprises sur le territoire. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a organisé effectivement la nuit de l'économie, donc fin d'année, et où nous avons réuni plus de 1000 personnes. Un parterre de chefs d'entreprise. Un parterre de chefs d'entreprise impressionnant, avec un moment réseau aussi qui est souhaité par nos entreprises pour pouvoir partager, discuter avec tous leurs partenaires. Et avec une animation, j'avais souhaité qu'on fasse quelque chose de très sympathique pour nos entreprises qui étaient lauréats cette année. Et on a pu voir cette nuit de l'économie sur Télé Grenoble, bien sûr. Alors, on ne l'a pas dit, mais c'est tiré à combien ? 34 000 exemplaires. Oui, à peu près, voilà. Et puis 6 exemplaires par an. Voilà, c'est 100 000 lecteurs. Enfin, c'est un magazine qui est vraiment une vitrine exceptionnelle. Ces trophées Présence dont vous parliez, ils saluent la performance d'entreprises en matière de croissance, d'innovation, d'export. On va découvrir le palmarès. 6 entreprises qui ont été mises à l'honneur. Tout à fait. 6 entreprises. On va recevoir dans un instant le leader de l'année, c'est Verkor, une licorne qui prépare nos mobilités de demain. Nous verrons comment ce spécialiste des batteries bas carbone monte progressivement en puissance. Avant cela, un petit coup d'œil sur le reste du palmarès avec le trophée Croissance qui a été attribué à IC Alps, une entreprise créée en 2018 par Lucie Engels et Jean-Luc Triouler et qui fait désormais partie du groupe Doliam. Elle conçoit des circuits intégrés sur mesure, notamment pour le monde médical. Son chiffre d'affaires vient de passer la barre des 10 millions d'euros et sa croissance s'est illustrée récemment avec la création d'un second centre à Toulouse, fort d'une quarantaine d'ingénieurs. IC Alps qui réalise un tiers de ses ventes à l'export et qui est basée à Saint-Martin-d'Air, une entreprise qui emploie une trentaine de personnes. Lors de la nuit de l'économie, le trophée Export est allé à De Facto Technologies, une entreprise de logiciels qui fait 95% de son activité sur le marché international. Créée en 2003, elle est basée à Grenoble et a mis au point des logiciels de conception automatique de sous-systèmes intégrés. Son président, c'est Shuki Aksout, qui a beaucoup misé sur le marché américain, mais des implantations ont aussi été développées à Tokyo, à Taïwan, en Corée du Sud, à Singapour, en Israël, en Allemagne, en Angleterre et en Italie. On voit donc pourquoi ce trophée Export vient saluer cette entreprise. Le magazine Présence a aussi décerné cette année un nouveau trophée, Pierre, pour primer une femme chef d'entreprise. Oui, tout à fait, puisque nos FCE, nos femmes chefs d'entreprise, ont une association que j'ai pu découvrir, que je connaissais depuis des années, mais j'avais été invité à leur congrès il y a à peu près 8 mois, et j'avais trouvé extraordinaire ce que faisaient les femmes chefs d'entreprise qu'elles ont créées, les entreprises qu'elles ont créées, des très très belles entreprises, on n'en parle pas assez, avec des femmes dynamiques.
Et donc, j'avais souhaité intégrer dans les classements présence un trophée pour les chefs d'entreprise, chef FE d'entreprise. Donc voilà, et je suis ravi de la lauréat aujourd'hui. Parce que le trophée, alors on peut le dire, le trophée est revenu à Céline Cusset. Bonjour. Bonjour. PDG de Diverty Events, une entreprise basée à Centralpes. Exact. Créée en 2006, donc avec déjà un recul certain dans un monde plutôt, un milieu assez concurrentiel. C'est une agence d'événementiel qui est spécialisée dans la cohésion d'équipe. Tout à fait. Racontez-moi. Tout à fait. Alors, voilà, beaucoup de fierté d'avoir été à cette soirée aux côtés de tout ce monde qui œuvre sur ce territoire dynamique. Beaucoup de fierté de recevoir ce titre de femme dirigeante, et beaucoup de fierté que ce secteur que je porte soit là sur la scène. Ça me fait plaisir de voir que ça compte, l'humain, nos liens, notre cohésion d'équipe, la façon dont on travaille ensemble, ça fait partie pleinement de notre performance. Pour moi, c'est ce qui fait qu'une entreprise aujourd'hui réussit, dure dans le temps. Le capital humain, c'est pour moi la première richesse de nos entreprises. Donc, je porte surtout la fierté de pouvoir être sur scène avec cette activité et ce marché. Bon, c'est un peu le cœur de votre métier en plus, puisque vous créez des expériences pour faire des outils de management et de cohésion interne. Tout à fait. Notre métier, c'est vraiment de pouvoir faire vivre à des collectifs des expériences collaboratives. Elles peuvent être ludiques, elles peuvent être immersives pour expérimenter des choses au niveau de la cohésion, et elles peuvent être apprenantes parce qu'on est organisme de formation, et notre intention, c'est vraiment de faire expérimenter à une équipe ce que ça peut donner une vraie cohésion pour sentir la puissance de ce que c'est de travailler ensemble. Donc, on a pour intention de pouvoir transmettre des compétences et des postures collaboratives et travailler des gouvernances partagées. Bon, concrètement, parce qu'on voit pas mal d'images là, donc vous créez des serious games, vous travaillez avec des outils collaboratifs, des jeux sur mesure, par exemple, c'est ça ? Tout à fait. Pour les entreprises, pour vos clients. Exactement. Notre métier, il commence au team building ludique, donc vraiment l'idée de se retrouver en dehors de l'entreprise pour partager des souvenirs communs ensemble. La gamme d'ensuite, c'est le serious game, donc là, c'est vraiment pouvoir sensibiliser, par exemple, des collaborateurs à un sujet un peu technique ou parfois fastidieux, partager de l'information de façon ludique pour permettre l'apprentissage plus facile. Et puis ensuite, on a tout ce qui est atelier collaboratif pour permettre la co-construction, pour aller jusqu'à la formation où l'intention, c'est vraiment de décider de travailler autrement pour réinventer aussi notre monde du travail qui est malmené. Aujourd'hui, oui, il y a un climat qui est ce qu'il est dans nos entreprises. Je pense qu'on est tous confrontés à ça. Donc, comment on fait pour laisser de la place aussi pour s'exprimer, pour... Oui, travailler la motivation, la cohésion. Ouais. C'est bien le moteur, évidemment, que recherchent les chefs d'entreprise. Au total, ça veut dire que vous proposez combien d'activités ? Alors, sur la partie team building, on a 42 activités. Et puis après, sur les formations, serious game, il y a encore au moins une quinzaine de méthodes, parce que là, ce sont plutôt des méthodes. Et on a aussi donc un espace de séminaire sur Centralpes. Donc, ce sont 2 salles différentes dans lesquelles on peut se réunir dans l'intention de travailler autrement. Donc, c'est des espaces, comme on dit, disruptifs, qui invitent à travailler dans des espaces très atypiques. Je vais vous demander des exemples, évidemment. Ça, vous me voyez venir. Voilà, je vous vois venir. Alors ? Et puis, à côté de ces espaces de séminaire, il y a quand même un jeu d'aventure qui s'appelle les Studios Popcorn, dont l'intention est de pouvoir vraiment mettre à l'épreuve la communication et la coopération d'une équipe. Donc, en d'autres termes, si vous ne communiquez pas ensemble, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça va vous mettre à l'épreuve pour expérimenter c'est quoi une vraie communication et une vraie cohésion d'équipe. Bon, on s'amuse quand même. Hein. Ah oui, on se marre. On se marre, mais on apprend. Et on espère vraiment avoir de l'impact dans les équipes pour pouvoir accompagner la transformation et le changement managérial aussi. Donc, on joue, mais parfois, on peut pleurer. Et c'est OK, ça fait partie de l'apprentissage, parce que c'est pas facile aussi de transformer la façon dont on travaille tous ensemble aujourd'hui. Voilà, ça touche à beaucoup de repères. Les jeux sur mesure, un exemple du plus atypique que vous ayez eu à créer. Alors, un exemple de jeu sur mesure, c'est tout simplement une entreprise qui souhaite former tout ce qui est EPI, donc vraiment les équipements de protection individuelle. Et il y avait un parcours qui était fastidieux, et en fait, les stagiaires ou les nouveaux entrants, ils n'allaient jamais au bout, c'était complexe. Et on a mis en place tout un parcours gamifié pour que tous les nouveaux entrants, en fait, dans le processus de onboarding, donc d'intégration quand ils arrivent dans l'équipe, ils puissent avoir ce
jeu qui leur permet de découvrir. Et c'est vraiment de l'auto-apprentissage. C'est eux qui font la démarche à travers le jeu d'aller découvrir et apprendre les différentes étapes de la protection individuelle. Donc c'est du sur-mesure que vous construisez avec quoi, les responsables de ressources humaines des entreprises? Alors, nos interlocuteurs, ce sont effectivement les ressources humaines. Ça peut être des managers ou des dirigeants d'entreprise qui ont la volonté sur un espace particulier, par exemple, de créer un jeu. Donc, on a ce qu'on appelle des jeux coquilles. Donc, on a principalement des escape games, des plateaux de jeux ou la dernière version, c'est le digital. Et ensuite, le client nous donne son contenu et nous, on crée toute la game mécanique, ça s'appelle dans notre jargon, pour pouvoir créer et concevoir le jeu. Bon, les clients, c'est qui? Essentiellement des grands groupes? Beaucoup des grands groupes, des services dans des grands groupes, mais aussi des PME. Et on a un territoire qui est très dynamique pour ça sur notre région. On a beaucoup de chance parce que les dirigeants s'intéressent beaucoup à justement la transmission d'informations, la cohésion d'équipe. Je pense qu'on a vraiment un territoire où il y a une forte innovation managériale. Donc c'est aussi accessible aux PME. C'est aussi accessible aux PME. Parfois même, voilà, une entreprise de 10-20 personnes, même plus petite encore, peut travailler avec nous sur ces sujets. Voilà. Alors vous avez des agences à Lyon, à Annecy, à Valence également. Votre petite entreprise, j'allais dire, ne connaît pas la crise. Ça se passe plutôt bien. Le chiffre d'affaires visé en 2025, c'est 4 millions d'euros. Vous êtes combien à travailler? Aujourd'hui, on est une trentaine sur la partie bureau, sur nos agences. Et puis après, il y a une quinzaine de personnes qui tournent sur les événements pour la partie production. J'espère qu'on ne connaîtra pas la crise. Parce que j'espère que les entreprises garderont en conscience que c'est justement quand c'est morose et difficile qu'il faut continuer à prendre soin de nos liens. Le Covid nous a propulsés sur une forte croissance et nous a vraiment mené très loin dans notre activité. Nous pousse aussi dans nos retranchements de trouver des activités qui font du sens, qui ont de l'impact et sortir aussi du ludique pour le ludique. On est en train de changer d'air, donc nous on avance aussi, on se transforme pour changer et faire avancer nos compétences. Voilà, pour rester aussi au cœur des intentions et pas devenir une ligne qu'on enlève parce que là c'est critique ou voilà. Donc, les chefs d'entreprise qu'on voit passer dans cette émission nous disent régulièrement que la formation et la cohésion, c'est évidemment le ciment essentiel pour garder ses collaborateurs, ce qui est essentiel aujourd'hui. Vous êtes une société à mission. Exact. Expliquez-moi. Alors, la société à mission, le principe, c'est qu'on a clarifié notre raison d'être, c'est-à-dire vraiment l'utilité de l'activité, notre contribution à ce monde, si on peut le dire comme ça. Et puis, on a décliné en dessous les missions qui vont avec, c'est-à-dire comment on va faire pour réaliser, se rapprocher de cette raison d'être. C'est encodé dans nos statuts. Donc, on s'est engagé devant le législateur et tous les 2 ans, on est audité par un organisme tiers pour amener des preuves factuelles parce que l'idée, c'est... des objectifs très précis. Mesurables. Mesurables. Et donc, on doit donner des comptes. Voilà. Quand on est tout seul, des fois, on oublie et de se challenger avec un organisme qui vient là s'assurer qu'on ait de l'impact. Je trouve que c'est challengeant. Ça s'appelle Diverty Evans. Belle entreprise, tout à fait. Beau trophée, femme chef d'entreprise. Ouais, j'ai été ravi en tous les cas, puisque effectivement, ce que propose Céline est hyper innovant pour les entreprises. Et comme on le dit, l'épanouissement professionnel est un indicateur de performance pour les entreprises. Et c'est tout à fait ce que propose Céline dans ce qu'elle fait dans son activité. Bravo Céline Cusset pour ce trophée présence. Merci beaucoup. Alors on poursuit notre survol du palmarès avec le trophée sport et montagne. Un trophée créé l'an dernier et attribué en 2024 au groupe Rossignol, une entreprise emblématique de l'Isère, un acteur majeur du marché du matériel de sport d'hiver, numéro 1 en ski avec sa marque Rossignol, et dans le top 3 en chaussures de ski avec Rossignol et Lange, un groupe dirigé par Vincent Wauters, près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1300 collaborateurs, dont 600 en France, une marque particulièrement présente en Amérique du Nord, qui représente 40% de son activité, l'Amérique du Nord, et qui ne cesse d'innover, récemment encore en développant un ski connecté. La marque Rossignol, évidemment, belle pépite de notre département de l'Isère. Allez, on continue de parler innovation en feuilletant tout de suite le palmarès des trophées présence.
puisqu'en effet le trophée Start-up a été attribué par les lecteurs de présence à Drug Optimal, une jeune pousse que nous avons déjà eu l'occasion de vous présenter dans Alpes Décideurs. À Mélan, Mathieu Gasque et Lugan Flachet développent un logiciel qui permet d'identifier automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, des incompatibilités physico-chimiques, des IPC entre médicaments. L'enjeu est bien sûr considérable. Une seconde levée de fonds a permis à la start-up de pouvoir accélérer sa phase de commercialisation. Reportage. L'incompatibilité physico-chimique. C'est un terme obscur, mais qui représente une vraie plaie pour le milieu médical. Il s'applique à des interactions que vont avoir des médicaments lorsqu'ils sont mélangés avant d'être introduits dans le corps humain. Une poche de perfusion, par exemple. Pour de multiples raisons, telles que la température, les concentrations ou des réactions chimiques, certains de ces mélanges peuvent devenir inefficaces et même dangereux. Et nous manquons cruellement d'informations sur ces fameuses IPC. Les scientifiques s'y intéressent depuis des décennies dans la littérature, notamment les pharmaciens, où ils testent les différentes combinaisons de médicaments pour savoir si c'est compatible. Le souci, c'est qu'il y a un nombre de combinaisons à étudier qui est absolument démentiel. On est à un peu plus de 167 000 couples. En 50 ans de littérature, on a analysé et on a obtenu de l'information sur environ 6 000 couples. Une problématique à laquelle s'est retrouvé confronté Lugan Flachet lors d'un externat à l'hôpital en service de soins. Alors, quand il rencontre Mathieu Gasque en école de commerce, l'idée de créer l'entreprise Drug Optimal est née. Il y a une étude allemande monocentrique qui a été publiée qui a montré que les IPC provoquaient une augmentation de la durée d'hospitalisation de 25% dans ces services de soins critiques et de la mortalité de 40%. Alors ce sont des chiffres qui sont énormes, peut-être à prendre avec des pincettes, mais ça montre quand même qu'il y a un impact vraiment très important de la problématique. Fondée en 2022, l'entreprise installe ses bureaux à Mélan et connaît une commercialisation rapide. La clé de ce succès, une approche différente du problème. L'idée est de ne pas tester tous les couples, mais seulement de prédire leur comportement. C'est ce sur quoi se focalise notre laboratoire, c'est étudier ces paramètres, les comprendre, les collecter, pour pouvoir ensuite modéliser le comportement des médicaments et prédire s'il va y avoir incompatibilité ou pas. Et surtout, on propose une solution aux soignants. On propose une solution à l'infirmier pour répartir les médicaments dans les différents tubes de perfusion. Drug Optimal se traduit par un logiciel facile d'utilisation, où il suffit d'entrer les médicaments pour connaître leur compatibilité. Un outil qui est déjà utilisé par plusieurs hôpitaux, dont le CHU de Grenoble, et qui permet d'éviter 400 IPC par service et par mois. La grosse fierté, pour moi, elle est ressentie quand il y a des soignants, des infirmiers qui nous utilisent et qui disent votre logiciel, il est vraiment super. Pour nous, ça fait une vraie différence. Je me sens plus serein quand je fais mes administrations. Et ça, pour nous, ça vaut tout l'or du monde. L'entreprise est en pleine levée de fonds, avec pour objectif d'accélérer la commercialisation et surtout de s'attaquer au mélange de 3 à 5 médicaments pour se rapprocher de la réalité du terrain. Et pour son développement, Drug Optimal vise déjà des marchés à l'international, notamment en Belgique, au Luxembourg, en Italie. Et des solutions seront aussi étudiées spécifiquement pour le système de santé américain. Allez, petite pause dans notre palmarès des trophées présence pour la traditionnelle question que vous pouvez poser à notre expert. Écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Et aujourd'hui, une question de Quentin qui veut savoir ce qu'est le Consumer Electronics Show. Alors le CES, qui est un salon international lié à l'innovation et à la technologie, qui se tient chaque année à Las Vegas aux États-Unis depuis 1967. C'est un salon qui rassemble des milliers d'exposants, essentiellement dans le milieu de la tech, du développement effectivement de toutes ces technologies. Il y a aussi bien des grandes entreprises de la tech qui sont présentes, mais également des startups qui vont présenter, on va dire, leurs solutions, leurs produits, leurs services, très souvent d'ailleurs en avant-première mondiale. Au cours de ce salon, on va retrouver également, au-delà des expositions, des panels, on va retrouver des conférences qui sont animées par des experts de l'industrie, autour de sujets aussi variés que les grandes tendances dans l'innovation, dans la technologie, mais également dans la durabilité, dans l'avenir des transports. Vraiment un salon qui réunit aussi un certain nombre de passionnés, puisque chaque année, en fait, il fait l'objet de milliers de visiteurs, effectivement, pour aller découvrir toute cette nouvelle tendance. Le CES de Las Vegas, notre région Auvergne-Rhône-Alpes est très très bien représentée avec de très belles startups, et l'Isère en particulier. Ouais, tout à fait, on a pu voir qu'on avait beaucoup d'entreprises qui étaient présentes. Merci Pierre. Alors si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net.
Allez, retour sur les trophées Présence 2024. Le magazine de la CCI de Grenoble a choisi comme leader une jeune entreprise, une start-up déjà devenue une licorne, puisqu'elle a déjà levé 3 milliards d'euros de fonds, avec l'ambition de devenir un leader pour la production de batteries pour les véhicules électriques, avec un double enjeu: nous sortir de notre dépendance au pétrole et renforcer la souveraineté européenne sur les mobilités décarbonées. Benoît Lemeignan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Verkor, le leader 2021, cofondateur de Verkor, après avoir fondé Waga Energy, autre belle réussite. Tout à fait. On prend probablement goût à l'entrepreneuriat et au territoire grenoblois, qui a eu vraiment une terre fertile d'innovation, de dynamisme entrepreneurial, avec à la fois presque des grands anciens maintenant, mais qui ont beaucoup rayonné, Capgemini, Soitec et d'autres, Schneider. Et quand on a lancé Verkor, il y avait cette idée simple de se dire l'Europe n'a pas de ressources énergétiques et on voit les enjeux climatiques. Alors on est aujourd'hui janvier 2025, on a tous vu les images de Los Angeles. Pourquoi on fait des batteries? Pour essayer de limiter ça finalement, et pour permettre de retrouver de l'autonomie stratégique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai effectivement réuni une équipe en 2019 avec beaucoup de Grenoblois qui avaient des expériences industrielles assez variées. Et ça nous a amené aujourd'hui à être effectivement un petit peu moins de 800 personnes dans l'entreprise. Oui, du coup, c'est assez récent quand même. Vous êtes 6 fondateurs à la base et tout démarre en 2019-2020. Exactement. Alors, inspiré par d'autres projets, Christophe Mille, cofondateur et directeur de l'ingénierie de Verkor, était chez Tesla. Il était au CEA d'ailleurs au début, où il a créé une ligne de batterie au CEA en 2010, qui était presque une innovation mondiale. Il n'y avait pas dans le monde, hors Japon, hors Corée, de lignes qui produisaient des batteries. Il est parti chez Tesla et puis en combinant nos compétences, moi c'était plutôt la dimension stratégie, business développement, lui vraiment la question technologique, on a dit est-ce qu'il n'y a pas une place à prendre sur ce marché? Vous vous souvenez, Renault avait lancé la Zoé et on voyait arriver à la fois l'interdiction européenne des voitures thermiques, mais qui n'est pas une interdiction pour le plaisir, qui est une interdiction pour orienter les comportements des industriels et des consommateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup de dette publique, mais enfin, acheter du pétrole en France, ça ne crée pas des recettes, ça crée de la dette publique et privée. Et donc, c'est aussi localiser cette industrie pour ancrer la valeur ajoutée et ancrer une chaîne de valeur circulaire. Alors, on va revenir effectivement sur l'ensemble des grands enjeux. Un mot d'abord sur Verkor, ce nom, alors V-E-R-K-O-R. Oui, alors c'est intéressant, c'était le premier projet de Verkor que de trouver un nom. Et on l'a fait comment? Eh bien, on a travaillé... C'est une histoire en tant que telle, une petite histoire dans la grande histoire, parce que finalement, nommer les choses, c'est important. On sait tous que mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Et Verkor, on a eu d'autres idées. Il y en a eu des pas terribles, French Bat, voilà, par exemple. Et en fait, c'était le résultat de plusieurs éléments. Déjà, c'est signifiant. Alors, c'est signifiant pour nous, Grenoblois, pour nous, habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut savoir qu'à l'étranger, le Verkor, personne ne connaît. Par contre, c'est un nom facile à prononcer dans plusieurs langues, que ce soit en coréen, en chinois, en anglais, bien évidemment, en espagnol. C'était un site disponible sur Internet. Ça a l'air tout bête, mais c'est important pour déposer une marque de pouvoir avoir sa liberté. Et puis enfin, ça a reflété, avec le cas, une notion de puissance, d'engagement, de dynamisme qui était importante pour nous. Et c'est vrai que, vous voyez, 5 ans plus tard, on va fêter les 5 ans de la société cet été. Le nom, il résonne encore très bien. On n'a pas changé l'identité. Et il porte encore les valeurs et il suscite une forte adhésion de nos collaborateurs, de notre écosystème. Et c'est vrai que du coup c'était une petite histoire qui est devenue importante dans la suite de l'histoire. Alors, votre grand défi, produire et développer des batteries pour véhicules électriques, avec une exceptionnelle phase de développement en très peu de temps. On va découvrir ce défi et cette entreprise Verkor avec ce reportage. Des batteries françaises de haute qualité. C'est le pari de l'entreprise Verkor, fondée il y a 5 ans et qui espère fournir les prochaines voitures électriques françaises et européennes en batterie. Alors ici, nous sommes dans la partie d'assemblage des cellules de la ligne pilote, qui est donc dans une salle anhydre, une salle sèche, à la fois sèche et propre. Et nous produisons ces cellules, qui sont exactement les mêmes cellules qui équiperont les voitures électriques dès 2025. Le premier modèle qui bénéficiera de ces batteries sera l'Alpine A390 du groupe Renault. Pour cela, l'entreprise continue de tester le processus d'industrialisation directement dans les locaux de Grenoble basés à la presqu'île scientifique. Ce centre d'innovation a été financé avec nos partenaires et nos investisseurs à hauteur de un peu plus de 150 millions pour le centre de recherche, donc le centre d'innovation de Grenoble.
qui est un centre assez unique dans son genre, hein, parce qu'encore une fois, il y a à la fois la partie développement et puis industrialisation, préparation à l'industrialisation. Les premières batteries devraient sortir d'ici la fin de l'année dans l'usine encore en construction à Dunkerque, avec pour objectif d'ici 2027 une production équivalente à 300 000 batteries électriques par an. Car l'essor des voitures électriques fait que le marché de la batterie est fleurissant. Pour former les futurs travailleurs de l'industrie de ce secteur, Verkor a initié l'école de la batterie, une formation qui a ouverte à la rentrée 2022. L'objectif, c'est de former 1600 personnes par an sur ces thématiques-là, et en particulier plutôt des techniciens et ingénieurs, puisqu'on est dans un lieu dans lequel on a de la recherche, on a aussi, comme ici, la ligne pilote à Verkor. Puis on a d'autres entreprises qui sont aussi sur d'autres thématiques de la batterie ici sur le territoire. Et donc à peu près à 2 ans de projet, on a formé près de 3000 personnes. Et on a sensibilisé, là pour le coup, plusieurs milliers d'étudiants, en particulier des lycéens, à travers des forums, des interventions dans des classes. Il faut dire que le secteur en a besoin. À terme, la Gigafactory de Dunkerque compte bien recruter 1200 personnes en CDI d'ici 2027. Bon, Benoît Lemeillan, beaucoup de choses à dire. D'abord, cette école de la batterie. Alors, Verkor est né en 2020. Dès 2022, vous comprenez qu'il faut créer une école de la batterie pour former des collaborateurs. Même avant, en vérité. On l'a créé en 2022 avec un consortium, parce qu'on a à cœur aussi de travailler, non pas sur une logique isolée, mais d'écosystème. Vous savez, on doit créer une industrie. Ça a pris une centaine d'années à amener l'industrie pétrolière, l'industrie de l'automobile là où elle est aujourd'hui. Et donc, on n'a pas ce temps-là. Il faut qu'on le fasse en plusieurs, peut-être années, décennies, mais pas plus. Évidemment, les talents, on les a pas. Alors, en fait, on les a un peu quand même à Grenoble. Il y a quelques écoles, vous le savez, d'électrochimie, nos groupes INP, mais pas que. Les écoles anciennement qui travaillaient sur les questions d'imprimerie, ce sont des bonnes écoles. Vous avez vu dans le reportage certaines des process de fabrication qui s'assimilent à ça. Mais c'était évident qu'on n'avait pas les ressources. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a embauché au tout début beaucoup d'étrangers qui nous ont rejoints. Et vous avez peut-être vu certains de nos auditeurs, de spectateurs, des étrangers rejoindre la presqu'île. Beaucoup de Coréens, beaucoup de Malaisiens actuellement aussi. Pourquoi ? Parce que, on avait besoin de faire venir ces compétences-là, cette expérience accumulée qui nous permettait d'aller plus vite. Et, soit dit en passant, ils se sont très bien intégrés. Ils ont, pour la plupart d'ailleurs, mis leurs enfants dans les écoles publiques où ça se passe très bien. Et je tiens mon chapeau à toute cette communauté qui est autour de nous, qui nous permet aussi de bien fonctionner. Ça passe par la préfecture, mais pas que. Et aujourd'hui, on transfère ces compétences aussi parce qu'on ne va pas embaucher, bien sûr, que des étrangers. On a une équipe qui se met en place sur Dunkerque qui vient se localiser temporairement, 3 mois, 6 mois. Ils préfèrent venir l'hiver, je ne sais pas pourquoi, que l'été. Et après, ils travaillent la nuit et ils font du ski la journée. mais c'est très bien parce que ça permet aussi de faire ce transfert-là. Et l'école de la batterie, c'est la pierre angulaire de tout ce processus de formation. 3000 personnes, ce n'est pas que Verkor, c'est aussi tout l'écosystème des gens qui vont travailler dans ce domaine-là sur toute la chaîne de valeur. Il faut dire qu'effectivement, très rapidement, Verkor a grandi. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 500 collaborateurs à Grenoble, où se trouve le centre de R&D et le siège. Exact. Alors, Grenoble, c'est 3 choses pour Verkor. C'est effectivement le siège, les fonctions support, la finance, par exemple. C'est un centre R&D qui développe des produits, qui intègre des nouvelles chimies, des nouveaux matériaux. Et c'est une ligne pilote qui, aujourd'hui, alors que nous parlons, produit tous les jours des centaines et bientôt des milliers de cellules de batteries qui partent en test pour qualifier et préparer les prototypes du véhicule que vous avez vu dans le reportage. Donc 500 personnes à Grenoble, 250 à Dunkerque, où est construite cette fameuse Gigafactory. On en a vu quelques images, mais l'objectif, c'est d'atteindre très rapidement les 1200 collaborateurs. Alors absolument, plutôt sur un horizon fin 27 pour les 1200 collaborateurs, quand on aura l'usine qui travaillera à son plein potentiel, mais ça va être progressif, c'est forcément progressif, une montée en charge industrielle. Aujourd'hui, il y a 250 personnes internes Verkor, quasiment 800 personnes externes, vous avez vu sur les images. Pourquoi ? Parce qu'on a tous les corps d'État de la construction qui travaillent. Et puis les équipes grenobloises, certaines sont montées là-haut pour nous aider. IDEC Haute Technologie, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur le VIC et sur beaucoup de salles sèches et de salles propres autour de la région grenobloise, nous accompagne aussi sur la Gigafactory à Dunkerque. Bon, avant de vous poser quelques questions sur cette Gigafactory, d'abord, c'est batterie bas carbone. Ça veut dire quoi ? C'est quoi une production bas carbone ? Alors, c'est déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des batteries bas carbone ? J'ai expliqué qu'on décarbonait la mobilité en passant à l'électromobilité. Dès aujourd'hui, avec les batteries qu'on a, on la décarbone. Il est important que chacun sache que le moyen le plus simple de réduire votre empreinte carbone individuelle, le plus simple, c'est de passer à la voiture électrique. Ça réduit instantanément de 80% les émissions du transport.
C'est un message important. Et par ailleurs, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus confortable. Ce n'est pas mon voisin qui dira le contraire. Maintenant, une voiture aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres simples, c'est 5 tonnes de CO2 de fabrication d'une voiture. La batterie aujourd'hui, elle fait 5 tonnes de CO2 également. Avec les batteries que Verkor va faire en 2030, on va descendre ce 5 tonnes à 1 tonne. Autrement dit, on va limiter l'impact carbone de la construction. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 80% de réduction des émissions quand on conduit une voiture électrique aujourd'hui. Ça va passer à 90% quasiment, je simplifie. Le raisonnement est poussé jusqu'à la production des batteries. Donc c'est ça notre enjeu. Alors il est poussé jusqu'à la production et donc la production des matériaux qui rentrent dans la construction et dans la production de la batterie. Vous avez vu quelques images tout à l'heure. Donc traçabilité des matières premières. La traçabilité end-to-end, c'est essentiel. Et donc on a des équipes qui vont dans tous les pays du monde, parce que c'est l'Amérique du Sud, parce que c'est la Chine, parce que c'est l'Indonésie, parce que c'est l'Australie, pour voir la manière dont les matériaux sont traités. C'est aussi beaucoup l'Afrique. Soit dit en passant, il n'y a pas de matériaux rares, il y a des métaux dans les batteries, du nickel, du manganèse, du cobalt, du lithium, mais il n'y a pas de terres rares, il n'y en a pas. Et ensuite, on va les recycler. Donc à Dunkerque, on aura à côté de nous les usines de fabrication de matériaux pour la cathode, de graphite, et puis les usines de recyclage, ce qui permettront de conserver en Europe ces matériaux-là, qu'on aura besoin d'extraire une fois, mais ensuite on va les réutiliser. On perdra quelques pourcents, mais bon an, mal an, on va en conserver l'essentiel. Donc l'enjeu dans lequel nous nous inscrivons, c'est de constituer véritablement ce stock de matériaux une première fois. Alors ensuite, vous savez, peut-être tout le monde ne sait pas qu'une batterie, ça a une durée de vie qui est longue. Ceux d'entre nous qui conduisent déjà des voitures électriques le savent. La peur de la réduction de la performance, c'est pas comme son téléphone. Ça va très doucement. Et en fait, des voitures qui ont 200, 300, 400 000 km, elles ont perdu quelques pourcents. Souvent, les sièges sont plus usés que la batterie. Et j'insiste là-dessus, c'est que c'est une véritable transformation complète qui va se passer autour de la mobilité. Alors, cette Gigafactory donc, de Dunkerque, on en est où? On a vu que c'était encore en chantier. L'objectif, c'est là, 2025, de pouvoir sortir les premières batteries? Oui, donc on a aujourd'hui, vous avez vu quelques images qui sont assez récentes, mais pas les toutes dernières. On est en train de basculer du mode chantier au mode usine. Donc on installe les machines. On a fini d'installer les premiers batchs de machines. On est en train maintenant d'installer les tuyaux entre les machines. Puis des fois, les tuyaux, il faut les changer parce qu'ils se rentrent dedans. Donc c'est assez complexe. On a fait un modèle BIM 3D complet. Pour autant, de temps en temps, il y a des choses à régler. Il se trouve qu'il y a eu d'autres acteurs de la batterie qui ont visité le site et qui étaient assez impressionnés par la vitesse. Mais on ne peut pas faire ça en France. Ben si, on a fait ça en France. La photo que vous avez vue de l'usine, elle date de décembre 2024. En janvier, il n'y avait rien. En janvier 24, il y avait un champ avec de la boue et puis des inondations. On avait 20 cm d'eau partout. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est une usine. On a installé quasiment l'essentiel des premières machines. On commence à les connecter aux utilités. Avant l'été, on va faire les premières passes de production, étape par étape. On va stabiliser cette production. Et en fin d'année, on va effectivement sortir les premières batteries commerciales. Avec l'objectif d'ici 2027 de pouvoir équiper 300 000 véhicules. Alors voilà, nous en pratique, on fait des batteries qui sont relativement modulaires. Vous l'avez vu dans la main de Christophe tout à l'heure. On va pouvoir en mettre, suivant les véhicules, 150, 200, 300 cellules de batterie. Et ça fera un pack batterie, une capacité qui sera différente. Effectivement, suivant la taille utilisée pour chaque véhicule, on fera entre 150 000 et 300 000 véhicules avec les batteries produites dans cette usine. Bon, alors le propre d'une licorne, c'est très rapidement monté en puissance. On parle d'un chiffre d'affaires envisagé d'ici 2 ans de 1 milliard d'euros, c'est ça? Oui, c'est pour donner l'ordre de grandeur. Alors, ce sera plutôt après 2 ans de production. Effectivement, c'est donc une cible autour de 2028, quelque chose comme ça. Absolument. Bon. Et pour conclure, quand même, j'aimerais qu'on revienne sur ce gros enjeu qui est de nous sortir de l'ère du pétrole et autre enjeu en renforçant une souveraineté européenne. Oui, c'est ce que j'appelais l'autonomie stratégique. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot, c'est le président, le président Emmanuel Macron. Mais je pense que c'est important de prendre conscience. On l'a vu avec le Covid. On le voit dans le monde de 2025 avec quelques petites tensions géopolitiques. Et on n'a, je ne pense, pas vu grand-chose. Attendons la semaine prochaine avec Donald qui va prendre ses responsabilités. L'Europe, historiquement, je fais un petit rappel historique, elle a consommé ses ressources, qu'elles soient minières, qu'elles soient en matières premières, qu'elles soient en énergie. Et l'Europe, aujourd'hui, elle a un véritable défi qui est à la fois de permettre à une population dont l'âge augmente de subvenir à des besoins, tout en ayant une situation de dépendance qui n'a fait qu'augmenter dernièrement vis-à-vis du reste du monde. Les Allemands, les Français l'ont traité de manière différente. On va sortir du pétrole mondialement sur la mobilité, mais si on ne localise pas cette industrie, on devient dépendant complètement de ce qui se passe ailleurs. Pour mémoire, l'automobile aujourd'hui, c'est 10% du PIB européen et c'est autour de 15 millions d'emplois. Donc c'est évidemment majeur. Et bien sûr que c'est bien pour certains consommateurs de bénéficier de véhicules qui vont être produits en Chine dans des conditions de soutien public et environnemental
que je ne décris pas dans le détail ici. Mais si on ne constitue pas cette filière aujourd'hui en Europe, vous enlevez 10% du PIB, vous avez 10% de richesse en moins à partager. Donc la question de la retraite, ce n'est pas 65, 66 ans, ça va devenir 70. L'enjeu, c'est ça. Et à travers ce qu'on porte chez Verkor et d'autres projets le portent de la même manière, c'est quel narratif on constitue. Il y aura Tech Fest dans 15 jours, dans 3 semaines à Grenoble, où on va être aussi sur ces sujets-là. Comment on embarque l'imaginaire collectif dans le fait que produire localement, et je parle au niveau européen, moi j'ai travaillé chez Airbus il y a longtemps, c'est ce qui va permettre aussi de maintenir vraiment une richesse, un niveau de vie et une capacité d'autonomie stratégique et donc de liberté pour notre continent. C'est ça le sujet. On l'a vu avec le pétrole et le gaz russe, et avec ce qui s'est passé. En Allemagne, c'est pas un choc, c'est un changement de monde. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé ces initiatives. Allez, en France, on a réussi en matière de mobilité le Concorde, le TGV. Avec Verkor, on réussira la mobilité électrique. Quelle belle pépite, hein. Effectivement. Très belle réussite. Licorne magnifique. Le leader, Pierre, 2024. Tout à fait. Nous sommes très fiers dans l'Isère, bien sûr, à Grenoble, d'avoir cette licorne, cette pépite, donc. Et peu de gens en France savent ou connaissent, connaissent peut-être maintenant, j'espère, le plus rapidement possible, cette belle société. Et on est fiers, nous, Grenoblois, qu'elle sorte de chez nous et qu'elle soit issue de notre territoire. Juste si je peux permettre un dernier petit mot, c'est que Verkor, c'est pas Verkor tout seul. On est déjà fortement lié à Renault et coup de chapeau à Luca De Meo qui nous a fait confiance et qui s'est engagé personnellement pour que Verkor existe. Et très rapidement d'ailleurs, hein, très rapidement. Très rapidement, parce que justement cette vision du besoin d'avoir aussi un partenaire localisé avec qui pouvait travailler les technologies de demain, c'était très important. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas des relations fournisseurs et clients. Mais j'insiste là-dessus, c'est véritablement un écosystème. On est à 100 km de l'usine de Douai dans laquelle Renault construit toutes ses voitures électriques. On les voit maintenant dans la rue, les 5... verte et jaune, c'est aussi un véhicule qui est très sympa. Et donc, ça fait partie de ça. Ce n'est pas Verkor tout seul, c'est Verkor dans cet écosystème, que ce soit localement, que ce soit à Dunkerque, que ce soit au niveau européen. Benoît Lemaignan, merci beaucoup. Tous nos vœux de prospérité. Merci. Merci Pierre Streffe d'avoir été avec nous. Merci Pierre Rossetti. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. À très vite. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.